La vraie vie, c'est oser entreprendre. B2B avec Groupe Mutuel. B2B, en partenariat avec la GFI. Retrouvez chaque semaine une personnalité romande, monde de l'économie, portrait, entrepreneur et innovation. Rencontre avec les femmes et les hommes qui font la Suisse romande. B2B. Bonjour et bienvenue. Bonjour Frédéric. Bonjour Vincent, c'est le 84e bol d'or Mirabeau qui va nous occuper cette semaine, Vincent. Alors il y a bien sûr la course, le spectacle qu'elle crée, mais vous savez dans B2B, Vincent, nous ce qui nous intéresse c'est comment tout cela fonctionne, parce qu'il y a bien un modèle économique pour permettre à la course d'avoir lieu chaque année, qui est derrière les petites mains pour la faire vivre, et on saura tout grâce au président du comité d'organisation Yann Petremont qu'on reçoit aujourd'hui dans B2B. Il est avec nous. Comment est née sa passion pour la voile, les bateaux, le Léman? Réponse maintenant. Bonjour Yann Petremont. Bonjour. Merci d'être avec nous. Merci à vous. La voile et vous, c'est une histoire qui a commencé plutôt tôt, car votre famille est membre de la nautique depuis 4 générations maintenant. Votre grand-père était très investi dans la vie de la SNG, Société Nautique de Genève. Vous expliquez que la voile est une activité familiale depuis toujours. Pourquoi ne pas en avoir fait votre métier en devenant marin professionnel alors ? Je pense qu'on peut avoir une passion et ne pas avoir envie d'en faire un métier. C'est ce qui fait que c'est une passion, justement. Et puis, il y a quand même eu une petite parenthèse dans ma carrière professionnelle dans l'industrie du yachting et du monde de la voile. Donc, j'en ai fait l'expérience. Je pense que c'est plus sain de garder une passion à titre de hobby et de pouvoir s'investir à fond dedans comme un loisir, plutôt que tout tourne autour du même sujet, que ce soit vie familiale, professionnelle ou loisir. Mais vous auriez pu y songer ou c'était vraiment impensable ? Non, j'y ai jamais songé de manière sérieuse, parce que ça a toujours été un échappatoire pour passer des bons moments en famille, pour passer des bons moments avec les amis. Ça a toujours été une source de liberté et puis un moment de détente, et pas forcément avec l'envie d'avoir des contraintes et des pressions. Puis vous me direz, c'est complètement paradoxal puisqu'aujourd'hui on s'occupe du bol d'or et qu'on a que des contraintes et des pressions. Mais non, ça... Il faut dire aussi qu'à l'époque, je parle des années 80-90, quand on était jeune, il n'y avait pas le professionnalisme qu'il y a autour de la voile aujourd'hui. Les circuits n'étaient pas les mêmes. Les circuits n'existaient pour certains pas du tout. L'effet Alinghi de 2003 a fait beaucoup jouer les cartes et évoluer le jeu ici en Suisse par rapport à la voile et aux marins professionnels. À l'époque, c'était vraiment du loisir, et les quelques professionnels qu'il y avait, c'était des gens qui travaillaient dans des chantiers navals, des marginaux, entre guillemets. Non, pas forcément des marginaux, mais des gens qui en faisaient leur métier parce qu'ils étaient constructeurs navals, parce qu'ils faisaient des gréements, parce qu'ils faisaient des chantiers, et qu'ils travaillaient dans ce secteur-là. Vincent évoque la voile dans votre famille, mais il y a autre chose dans votre famille, c'est la banque aussi. Notamment aussi votre grand-père déjà était banquier ici. Vous avez pris ce métier parce que c'était la suite logique, ou vous avez une conviction personnelle pour le métier de banquier? Non, c'était pas une conviction, c'était sincèrement un hasard de la vie. Un hasard quand on a déjà de la famille dans la banque? Alors, un grand-père seulement. Mon papa était instituteur, donc rien à voir. Oui, mon grand-père bossait à la SBS. Il aimait beaucoup son métier de banquier. Société de banque suisse avant qu'elle fusionne avec... J'étais très proche de mes grands-parents, et puis que j'ai toujours entendu mes grands-parents parler très positivement de plein de choses, dont la banque, dont la voile. Et puis, ayant passé beaucoup de temps avec eux, forcément, il y a une influence sur l'éducation. Ça, c'est inévitable. La banque, non, c'est arrivé un petit peu par hasard à la fin de ma matu et de mes études, avant de partir à l'université après le service militaire. En fait, il s'est retrouvé que j'avais quelques mois à combler, et puis j'ai commencé par un stage, puis ce stage, en fait, il a donné une continuité sur une formation en interne dans une banque privée, et puis en finalité, je suis resté 12 ans dans cette banque privée, à ma plus grande satisfaction, parce qu'en finalité, j'ai trouvé super de pouvoir conjuguer la vie d'étudiant et la mise en pratique dans le terrain. Alors ça faisait des horaires assez fastidieux, assez lourds, mais en termes d'enrichissement professionnel, pour moi, j'ai énormément de plaisir.
On parlait de marins professionnels, alors vous ne l'êtes pas devenu, mais vous les côtoyez. Cette année, le navigateur Thomas Coville sera ambassadeur de l'événement, troisième à la Route du Rhum en 2010, sixième au Vendée Globe. Et c'est pas le seul palmarès. Il fera la course cette année à bord du TF35 Iliam. Ces grands noms de la course au large, comment ils ressentent le bol d'or et quel débriefing ils font après avoir fait cette course? Parce que pour Thomas Coville, c'est un fantasme de faire le bol, c'est ce qu'il a déclaré. Ce sont ces mots. Alors, je dirais que ça dépend des types de marins professionnels. Moi, j'ai eu l'occasion de naviguer avec Loïc Perron, par exemple, ou d'autres. Il y en a qui ont l'habitude du Léman. Et du coup, ils savent à quoi s'attendre. Ils savent que le Léman peut être très capricieux, tant dans le positif que dans le négatif, que ça reste un terrain de jeu assez complexe. Il y a beaucoup de petits airs, de petits vents, très régionaux, très locaux. Ils sont surpris de justement toute cette finesse et subtilité dans la navigation? Oui et non, parce que je pense que la voile suisse, depuis l'époque déjà de Pierre Fellman, avec le Swiss Ocean Racing Club, quand avec UBS Switzerland, ils avaient gagné la course autour du monde en équipage, mais plus tard, avec la Coupe de l'Amérique ou autre, la voile suisse, elle a quand même été à plusieurs reprises mise sous les feux des projecteurs, et des marins suisses qui se distinguent en mer, il y en a de plus en plus, qui font parler d'eux. Et puis, il faut aussi dire que le bol d'or, c'est depuis des années un laboratoire de recherche. Il y a énormément de technologies qui se sont développées ici sur le Léman, tant dans les matériaux, grâce à l'EPFL, grâce à Dupont de Nemours et d'autres, mais aussi en architecture. On a des chantiers autour du lac qui sont très très riches et Naval Décision, notamment. Par exemple, notamment, ouais, mais pas que. Je pense aussi, par exemple, à Philippe Dur, qui à l'époque de Philippe Stern sur Altaïr avait fait les premières ailes rigides qu'on retrouve à la Coupe de l'Amérique sur Oracle en 2010. C'est des voiles qu'on a vues dans les années 90 sur le catamaran de Philippe Stern, ici sur le lac en mode prototype, qui a fini en petit bois, comme qui dirait. C'était certainement d'ailleurs le petit bois le plus cher de l'histoire. Mais ce laboratoire qu'est le Léman pour tous les marins, en fait, en quête de résultats, de performances, de toujours aller plus vite, fait que ça donne aussi un rayonnement à la Suisse qui va plus loin que simplement Genève et les frontières lémaniques ou suisses. Votre prédécesseur à la présidence du Bol d'Or, Rodolphe Gauthier, prenait souvent le départ de la course à bord d'un bateau nommé Rafika, alors qu'il chapeautait son organisation en même temps. C'était pas Rafika, c'était Safram. Safram, pardonnez-moi. Aucun souci. Vous imaginez le faire un jour en tant que président? Vous l'avez déjà fait? Non, j'envisage pas de le faire en tant que président. Rodolphe Gauthier, quand il a repris la présidence du Bol d'Or, il a été très clair. Je me suis acheté un bateau de course et c'est pour faire la course. Et je l'ai acheté avant d'accepter cette présidence. Il a toujours été clair que j'étais dans son ombre et que quand il prenait le départ, je reprenais les rênes au club et que quand il revenait, il reprenait les rênes. C'est très difficile d'être concurrent et d'être président d'une manifestation comme ça. Déjà, il y a un peu un conflit d'intérêts par moment. Et puis, en plus de ça, malgré tout, les gens s'en rendent pas forcément compte, mais il y a énormément de choses à orchestrer à terre. Ça va... les partenariats avec les sponsors, programme beaucoup de choses à coordonner, à gérer. On est constamment appelé à la radio, appelé au téléphone. On y reviendra dans les deuxième partie, mais c'est pas frustrant pour vous de pas faire la course? Non, c'est pas frustrant. J'ai l'immense chance et privilège d'habiter à 100 mètres du bord du lac, donc de pouvoir voir le lac tous les jours et de pouvoir aller m'y promener tous les jours. Je suis dans ce club depuis que je suis enfant et l'occasion d'aller sur les bateaux, je l'ai toutes les semaines. J'ai fait de nombreuses fois le Bol d'Or comme concurrent et je trouve que c'est très intéressant de voir le revers de la médaille, de voir tout ce qu'il y a derrière. Et puis je pense que dans un club, dans une association, moi j'ai pu faire le Bol d'Or pendant des années en recevant de la part des autres. Moi je suis content de pouvoir aussi donner aujourd'hui de ma personne pour que d'autres puissent faire grâce à tout ce qu'on met en place avec le comité d'organisation pour que ça se réalise. Votre premier poste, c'était la banque Edmond de Rothschild. Vous êtes resté presque pendant 12 ans. Vous étiez entre autres responsable des événements, du marketing, notamment la team Gitana. Ensuite, 9 ans chez Fair Yachting Management. Vous touchiez à toutes les activités liées vraiment à l'industrie du yachting, management, courtage, organisation d'événements, location de yachts. Vous étiez basé à Genève, si je ne me trompe pas. Basé à Genève, absolument. À quoi ressemblaient vos journées exactement dans ces différentes tâches? Dans la banque ou chez Fair Yachting? Chez Fair. Alors, elle pouvait être certains jours très administratif, des jours elle pouvait être comptable, des jours elle pouvait être marketing, des jours elle pouvait être en déplacement sur des magnifiques bateaux en mer. Contact avec les clients donc quand même. Oui, ça c'est l'essentiel quand on travaille dans un tissu économique quel qu'il soit, la relation clientèle, le réseau, il est primordial. Vous aviez quel type de clientèle chez Fert? Une clientèle plutôt aisée.
qui recherchaient quoi, le sport, juste la détente? Je crois que le yachting, c'est une passion. Et cette passion, elle peut être vécue très différemment d'une personne à l'autre. Il y a des gens qui voient le yachting comme un art de vivre, où on a simplement le plaisir d'être en mer, d'être avec ses amis, de partager une bonne bouteille de rosé, de se baigner. Il y en a d'autres qui le voient de manière beaucoup plus sportive. Chacun a un petit peu sa philosophie de la mer et de la croisière ou de la régate. Et puis ensuite, il faut trouver un petit peu le produit qui correspond le mieux aux clients qu'on a en face de soi. Par la suite, vous retournez dans la banque avec un passage à la BCGE, puis la banque Lombardier. Vous étiez sous-directeur du marché suisse pendant 1 an. Vous êtes arrivé en février 2021. À la même époque, vous reprenez la barre du Bol d'Or Mirabeau. C'est un événement sponsorisé par Mirabeau. Vous avez eu droit quand même à des petites remarques ou des sous-entendus en interne? Oui, ouais, c'est pas forcément confortable et évident, effectivement, d'organiser une régate qui est sponsorisée par une banque concurrente alors qu'on est avant tout l'ambassadeur de son employeur. Mais ça va, je pense que la banque a malgré tout été constructive et m'a laissé la possibilité de gérer les deux. Après, c'est vrai que c'était assez compliqué d'être sur le front sur les deux, surtout qu'en plus de ça, c'était une période de Covid. Donc, Première fois que le Bol d'Or a été annulé. En 2020, absolument. 2020, Et en 2021, il a eu lieu, mais avec une voilure très réduite, suite à toutes les restrictions Covid qui s'imposaient à l'époque. Alors justement, l'événement continue de se développer, on y reviendra tout à l'heure, mais 2022, vous prenez la décision de vous consacrer pleinement au Bol d'Or. Vous reprenez d'ailleurs des études à l'Université de Genève. Vous êtes en train de faire un master en management de gestion de projet. C'est un tournant pour la suite de votre carrière ou c'est juste de nouvelles compétences pour accompagner ce rôle de président du Bol? Non, je crois que c'est d'avoir envie. Je me suis posé la question de savoir ce que j'avais envie de faire de ma vie professionnelle après la banque, c'est-à-dire de savoir est-ce que je continue dans le secteur bancaire ou est-ce que j'ai envie de faire autre chose. Et en finalité, le monde de la banque évolue pas forcément dans le bon sens du terme, en tout cas à mon goût. C'est-à-dire qu'en fait, ça devient très complexe, tant en termes de compliance qu'en termes légal, qu'en termes même de marché. Moi, je travaille sur le marché suisse, donc c'est pas un marché qui est illimité et qui a son limite. Il y a un moment où on plafonne. Et c'est de se dire, en fait, tout ce que j'ai pu faire dans ma carrière à côté de ma carrière professionnelle, comment est-ce que je peux en tirer profit pour me reconvertir ou être plus polyvalent dans mes fonctions professionnelles. Et le bénévolat, aujourd'hui, c'est pas une activité qui est reconnue, soyons clairs. En tout cas, pas par un employeur. Est-ce que c'est du bénévolat que vous faites, parfois jusqu'à 50 heures par semaine, quand même, pour la préparation du Bol? Alors, aucune ouais. rémunération? Non, il n'y a aucune rémunération. Voilà, la gratitude des concurrents, et puis de temps en temps, un sponsor qui nous offre un lunch. Non, mais non, il n'y a pas de rémunération. Non, donc pas de mandat encore à côté pour le secteur bancaire ou le yachting? Non, à l'heure actuelle, le Bol d'Or, c'est un petit peu à l'image de toutes les entreprises et sociétés, c'est-à-dire qu'il est en train de passer un virage. Soit on reste un petit événement local, comme c'est plus ou moins le cas aujourd'hui, avec un rayonnement international, mais qui est discutable, parce qu'il y a un rayonnement international dans la communauté voile, mais pas autrement. Et je crois qu'aujourd'hui, nos sponsors, nos partenaires, ils ont tous des attentes d'un rayonnement plus grand. Justement, lesquels? On va le découvrir dans la deuxième partie de cette émission. 84e Bol d'Or, on le disait, plus de 400 bateaux, rallier Genève au Bouvray, donc à l'autre bout du lac, et revenir. Alors c'est une course spectaculaire, parfois très rapide, parfois aussi très lente, ça dépend du vent. Absolument. On verra ce sera le 10 juin. Yves Pétremont, commençons par expliquer le fonctionnement de la course. Vous évoquiez que vous êtes complètement bénévole. C'est quand même la plus grande régate, en tout cas de bassin fermé, de Suisse, voire du monde, vous dites sur votre site internet. Mais combien de personnes travaillent vraiment au long de l'année? On sait qu'il y a à peu près 200 bénévoles, je crois, pendant l'événement lui-même. Si vous êtes bénévole, est-ce qu'il y a quand même un salarié? Vincent me disait qu'il y avait un mi-temps seulement, c'est vrai? Oui, absolument. On a une collaboratrice qui travaille à mi-temps pour le Bol d'Or, et puis qui est là pour un peu me décharger, m'aider et m'épauler dans toutes les missions qu'on a tout au long de l'année. Pour la réalisation de l'événement, ça va des autorisations de manifestation pour occupation du plan d'eau, qui ont la complexité parce qu'en fait, elles ne concernent pas que Genève, elles concernent aussi le canton de Vaud, le canton du Valais, la France voisine, la coordination avec les différents corps de police, avec toute la sécurité sur le lac, coordination. Comme un bénévole, c'est une application, à part le rush final très intense, mais au long de l'année, ça vous prend quoi? Un jour par semaine tout le temps ou... Non, je pense que c'est une vingtaine d'heures par semaine. Ça, toute l'année. Et puis en période de Bol d'Or, enfin, quand je dis en période de Bol d'Or, je pense à partir du mois de mars
jusqu'à mi-juin, la période du bol d'or. Ça monte crescendo à 30 heures par semaine, voire 40 heures par semaine. Et puis actuellement, on est plus à 50. Parlons du budget aujourd'hui, puis on parlera de l'avenir du bol d'or en deuxième partie. C'est difficile de trouver des chiffres quand même sur combien coûte le bol d'or. J'ai retrouvé en 2008, c'est le dernier chiffre vraiment précis que j'ai. Vous déclariez dans la presse, ou votre prédécesseur, 400 000 francs, c'était le budget en 2008. Il n'était pas complètement couvert par la banque Mirabeau qui venait juste de devenir le principal sponsor. Aujourd'hui, c'est quel ordre de grandeur le budget? Il a fait un peu plus que x2, presque x3. Presque x3. Et il est couvert comment? Il est couvert par les sponsoring, donc... Ça, c'est le 90, le 80%? Non, c'est moins. C'est moins? Ça représente à peu près 60% du budget. D'accord. Après, il y a les frais d'inscription. Voilà, c'est entre 180 et 600 francs, ça dépend du... Voilà, ça dépend des catégories de bateaux. Après, il y a des royalties sur du merchandising. Et puis après, il y a aussi le club qui investit pour son événement phare, pour sa notoriété, pour sa visibilité. Ça vous fait un budget, si je calcule, x3, 400 000, donc 1,2 million. On est assez proche pour avoir un ordre de grandeur de ce que déclarait dans votre siège il n'y a pas très longtemps le directeur de OC Sport Business en Suisse, Benjamin Chandelier, qui organise le marathon de Genève. Donc c'est un budget de 1,5 million de francs, donc on n'est pas très loin du vôtre. Est-ce que chaque année, c'est dur de couvrir, boucler ce budget? En fait, on est très discipliné. On travaille de manière très suisse. C'est-à-dire qu'on s'empêche tout investissement qui fait un dépassement de budget. C'est-à-dire qu'on a beaucoup de projets dans le pipeline, on a beaucoup d'idées, tant en termes de festivités à terre, à la nautique, que dans la rade, que sportivement parlant. Mais ça nécessite des fonds, ça nécessite des moyens. Et si on ne les a pas, on ne lance pas ces projets parce qu'on n'a pas envie de travailler sur des projets qui ne vont pas aboutir et qui feront... C'est à l'équilibre, en fait. À chaque année, il n'y a pas un déficit. C'est vraiment le but. C'est vraiment le but. Après, il peut y avoir un accident, il peut y avoir un cas exceptionnel qui fait qu'il y a une dépense importante qui arrive qui n'était pas planifiée. En 2019, quand il y a eu ces immenses orages, on a des écrans géants qui ont pris la grêle, qui ont pris la pluie, qui ont été détériorés, détruits, que les assurances n'ont pas voulu couvrir. Voilà, ça, c'est tout de suite des dépenses qui sont importantes et puis qui nous tombent dessus. Mais dans la mesure du possible, en tout cas avec la plus grande discipline possible, on fait en sorte que le budget soit respecté. Parce que le bol d'or a une sorte de réserve, de cagnotte dans laquelle il peut piocher si Non, besoin. le bol d'or n'a pas vraiment de cagnotte et de réserve parce que c'est pas le but premier. La Société nautique de Genève est une association sportive à but non lucratif. Donc, n'étant pas assujetti à l'impôt, on ne se doit pas de faire des provisions et d'avoir un trésor de guerre. Et puis tout ce qu'on pourrait avoir comme économie, on essaie de l'investir dans l'événement, pour les concurrents, pour les partenaires, les sponsors, pour le public aussi, parce qu'il nous tient vraiment à cœur que le bol d'or Mirabeau devienne la fête du lac, et pas seulement sur le papier, mais dans les fêtes. Donc, ne prenons que le programme de cette année, par exemple. On a organisé un concert le vendredi soir, on a organisé un concert le samedi soir, on a organisé un concert le dimanche après-midi. Ces concerts sont gratuits, sont ouverts au public. On souhaite que le public vienne à Genève, vienne découvrir notre sport, vienne découvrir notre club. Des stars aussi, un ambassadeur comme Thomas Coville qui sera là cette année. Alors ça coûte cher d'avoir un ambassadeur Non, mais on n'a pas pour politique de payer les ambassadeurs. C'est-à-dire qu'on leur paye volontiers le voyage, le déplacement, les billets d'avion, le catering, etc. Pour eux, c'est aussi un moyen de gagner en visibilité avec la presse, parce que forcément, en tant qu'ambassadeurs, ils sont un peu sous les feux des projecteurs. Et puis, parallèlement, pour eux, c'est aussi un super moyen de faire de la relation publique pour trouver éventuellement des nouveaux partenaires, des nouveaux sponsors pour leurs projets sportifs personnels. Et puis, participer à une grande régate de plus sur son CV en espérant être sur le podium à l'arrivée. Il y a les marins qui ont la politique de faire payer des tickets pour venir. Honnêtement, on n'a pas les capacités financières de se payer ce luxe-là. Et puis, je pense que ça sortirait un petit peu aussi de l'ADN de l'événement en termes de philosophie, de ce que nous, on a envie. Il y a 2 ans, on a eu Jean Le Cam qui est venu. C'est un personnage emblématique, hyper particulier. Mais d'un autre côté, l'échange humain, que ce soit avec les membres, que ce soit avec les partenaires, les sponsors, avec les concurrents, il était très riche. Et les gens en parlent avec beaucoup d'émotion. Et puis, je pense qu'il y a l'argent d'un côté, il y a l'émotion de l'autre. Nous, on aimerait mettre en avant l'émotion. Les sponsors, ils sont essentiellement privés ou bien il y a aussi, j'ai cru lire, la ville de Genève dans le... Alors la ville de Genève ne nous donne pas d'argent, mais la ville de Genève nous donne la possibilité d'avoir de la visibilité gracieusement. C'est-à-dire, par exemple, le pont du Mont Blanc pendant le week-end du bol d'or est pavoisé aux couleurs du bol d'or Mirabeau. Et ça, je remercie Marie Barbet-Chapuis qui nous soutient sur des événements comme ça. En fait, Canton
Le canton, rien du tout à l'heure actuelle. Mais il faut dire qu'on n'a jamais vraiment non plus créé une dynamique autour de ça. C'est-à-dire qu'en fait, avec la ville de Genève, ça s'est fait un peu naturellement. Et puis, il y a une relation humaine, là encore, qui s'est construite. Et puis, avec la ville de Genève, avec le canton de Genève, je veux dire, on n'a pas eu cette opportunité, mais on ne l'a pas cherché non plus. Vous évoquez le développement et la recherche aussi de visibilité que pourrait offrir le Bol d'Or. Quand on devient sponsor, qu'est-ce qu'on obtient finalement comme retour sur investissement? Parce que c'est certainement ce que mesurent les marques qui vous soutiennent. Et qu'est-ce qu'on obtient aujourd'hui et qu'est-ce qu'elles pourraient obtenir dans peut-être 3-4 ans si vous développez les nouveaux projets auxquels vous avez fait allusion? Je pense que ça dépend beaucoup des sponsors et des partenaires. Et sincèrement, depuis maintenant plus de 20 ans que je gravite dans l'univers des régates et du sponsoring dans le monde de la voile, il y a des sponsors qui payent et qui pensent que tout va tomber tout cuit du ciel. Il y a des sponsors qui s'attachent à l'événement, qui mettent les moyens humains, logistiques, et qui vont vraiment au contact des concurrents, au contact du public, au contact des organisateurs. Pas qu'une visibilité, mais... Pas qu'une visibilité. Et là, la philosophie est totalement différente. Je pense qu'une marque aujourd'hui qui pense payer, avoir de la visibilité, et ça va s'arrêter là, le retour, il va être très difficile à mesurer. Il y a un retour en notoriété, parce que vous avez une visibilité dans un environnement, une association d'images avec des belles marques comme Mirabeau, comme Tudor, comme Mercedes-Benz avec le groupe André Chevalet ou d'autres. Donc une association d'images qui peut vous mettre en avant. Mais après, il y a comment vous utilisez ça. Et nous, dans le cadre des partenariats qu'on a, on donne la possibilité à nos partenaires et sponsors de venir voir le départ de la course sur des bateaux de la CGN sur le plan d'eau en pouvant y inviter du monde. On organise des soirées des partenaires pour que les partenaires se rencontrent en eux et puis qu'ils puissent aussi faire éventuellement des affaires entre eux. Et puis qu'ils puissent aussi peut-être rencontrer les clients des uns et les autres, parce qu'en finalité, ils ont tous un client cible qui est identique, mais en étant dans des activités qui ne sont pas concurrentes. Donc en finalité, les échanges entre eux peuvent être riches s'ils se donnent les moyens de les exploiter. Et puis ensuite, il y a tout ce qu'on peut faire avec les réseaux sociaux, le web, la presse écrite, etc. Ça, c'est quelque chose qui se construit. Si nous, aujourd'hui, on fait des posts sur LinkedIn, sur Instagram, sur Facebook, sur les réseaux sociaux, si eux les relayent, si eux les exploitent commercialement parlant, c'est pas la même chose que s'ils se contentent de faire un like, voire certains qui font rien du tout. Ce qui, évidemment, s'il les relaie, ça vous bénéficierait, puisque l'événement pourrait gagner en notoriété au-delà de Genève. Parce que, il faut, même si c'est, vous le dites sur votre site internet, la plus grande course en bassin fermé du monde, sa notoriété s'arrête quand même dès l'instant où on s'éloigne peut-être à 200 km de Genève, non? Il y aurait une volonté de vouloir vraiment l'imposer comme un moment fort au-delà de simplement du cercle de la voile en Europe. Alors, au-delà du cercle de la voile, je pense que c'est difficile parce que c'est comme tout événement sportif, on s'y intéresse quand on est attaché au sport. Contrairement au football, au tennis ou même à la Giro en vélo, là on l'a vu récemment, qui sont des sports qui sont très populaires, ou même quand on n'en fait pas, on suit. La voile, c'est beaucoup plus difficile de suivre. On ne peut pas se mettre au bord de la route, on ne peut pas suivre comme on suivrait un match de tennis à la télévision. C'est plus compliqué. Donc en général, c'est vrai qu'on a un public qui est plus un public de passionnés, ou autour du lac, un public de curieux qui trouve que le spectacle est beau. Moi, ce qui m'intéresse dans cette notoriété sur la scène internationale, ce serait, d'abord de pouvoir donner envie à des navigateurs étrangers. On a quand même beaucoup de lacs en Europe, de faire le déplacement et de venir ici. Et nous, on est tout à fait prêts et ouverts. D'ailleurs, on le fait pour les Hongrois qui se déplacent ou pour d'autres, des Italiens et autres. C'est-à-dire de leur offrir la gratuité des places de port, de les aider à trouver des logements, de les aider dans les démarches en douane pour faire l'importation provisoire des bateaux le temps de la course, toutes ces petites choses. Faire venir des coureurs de plus loin. Pardon ? Faire venir des coureurs de plus loin. Alors, il y en a déjà qui viennent, mais souvent, ces gens-là nous disent, nous, on a envie de venir, mais on n'a pas de bateau, on n'a pas envie de déplacer le bateau pour un week-end ou pour une petite semaine. Est-ce que vous avez un bateau à disposition qu'on pourrait louer ou nous mettre à disposition ? Et puis ça, souvent, c'est pas le cas, parce que les gens qui ont des bateaux compétitifs, ils font le bol d'or, quoi. Et à l'inverse, créer une marque Bol d'Or, s'exporter ailleurs avec d'autres challenges sur d'autres lacs de Suisse ou en Europe. Ça fait partie des projets qui sont dans le pipeline. C'est-à-dire que, étant donné que nos partenaires et sponsors ont ils manifestent une envie très forte d'avoir une visibilité sur l'année, de manière à ce que le Bol d'Or ne soit pas juste un événement sur 3 jours ou sur une petite semaine en juin, et puis après on n'en parle plus, et puis tout l'effet qu'on a mis, il chute pleinement. Ce serait de se dire, par exemple, c'est un exemple, de se dire, on a beaucoup de clubs jumelés à la Société Nautique de Genève. Je pense au Yacht Club de Monaco, je pense au Yacht Club de Barcelone, de Valence, le Yacht Club Italiano à Gênes ou d'autres. C'est-à-dire, est-ce qu'on ne pourrait pas créer des ponts avec des grands événements sportifs que ces yacht clubs
organisent, ou simplement peut-être organiser des manches plus locales pour les membres de ces clubs-là, puis de se dire la grande finale, ce serait le Bol d'Or Mirabeau sur le lac à Genève. Il y a plein d'idées. Moi, j'ai aussi eu l'occasion de discuter avec des organisateurs de grandes courses océaniques, de se dire tiens, est-ce qu'on pourrait faire un pont événementiel avec le Vendée Globe, la Route du Rhum, la Transat Jacques Vabre ou d'autres. Enfin, il y a plein d'idées, mais il faudrait trouver les moyens. C'est ce que vous voulez trouver dire. Les moyens logistiques, financiers et humains aussi, parce que sincèrement, là, je pense qu'on passerait à un stade où il faudrait professionnaliser les choses. Yann Petremont, on ne vous a pas posé la question si vous naviguez en dehors du Léman, mais le Cap Horn, vous avez déjà prévu de le passer un jour, ou si ce n'est pas déjà fait d'ailleurs? Alors, j'ai jamais passé le Cap Horn et j'ai absolument pas prévu de le faire, en tout cas pas à ce jour. Une transat en double, ce serait avec quel partenaire? Je ne sais pas si c'est avec l'idée de gagner, ce ne serait pas le même partenaire qu'avec l'idée d'avoir du plaisir. Alors gagner si je devais vraiment choisir n'importe quel navigateur, allez. Loïc Perron, je pense. Un bateau de rêve, ce serait plutôt un bateau classique du Léman, comme un lacustre, ou un bateau ultra moderne, tout en carbone, qui vole? Ce serait ni l'un ni l'autre. Ce serait quoi alors? Ce serait, je ne sais pas, un Swan par exemple, un bateau qui serait élégant comme un yacht de croisière et performant comme un bon bateau de régate en mer. Un peu grand pour le Léman peut-être. Ça dépend un petit peu de l'ambition qu'on a. Et une course au large à laquelle vous aimeriez participer? La Route du Rhum. Ouais, ça, c'est une course qui me plairait bien, parce que faire 3 mois de solitaire sur un Vendée Globe, c'est pas pour moi. Je suis pas un solitaire, c'est trop long. Mais la Route du Rhum, en termes de... quelques semaines, si on est rapide. Ouais, mais ça va. C'est juste suffisamment long pour que ce soit intéressant et suffisamment court pour pas que ça devienne ennuyant. Enfin, à mon goût. Merci beaucoup Yann Petremont d'être venu aujourd'hui sur le plateau de B2B. Merci à vous Frédéric. Merci Vincent. On se retrouve la semaine prochaine. À bientôt. B2B, en partenariat avec la GFI. Retrouvez chaque semaine une personnalité romande, monde de l'économie, portrait, entrepreneur et innovation. Rencontre avec les femmes et les hommes qui font la Suisse romande. B2B. C'était B2B avec Groupe Mutuel, l'assureur des entreprises et des indépendants.